Va-t'en d'ici, misérable. Tu n'es rien. Ce furent les mots que ma propre fille, Rachel, m'a criés le jour de ses fiançailles devant tous les invités. Elle m'a jeté hors de sa maison, comme si j'étais des ordures. Ce qu'elle ignorait, c'est que moi, Mathilde, 70 ans, je venais de vendre mon entreprise pour 34 millions de dollars. Mais ce jour-là, j'ai décidé de me taire. Je lui ai dit, très bien, ma fille. Et je suis partie sans discuter. Le lendemain, j'ai déménagé dans mon chalet en Suisse. 3 semaines plus tard, elle supplierait mon pardon. Tout a commencé quand je suis arrivée chez elle pour la célébration de ses fiançailles avec Horatio. J'apportais un cadeau coûteux, un collier de perles authentiques que j'avais acheté à Paris. J'étais excitée de partager ce moment spécial avec ma fille unique, mais dès que je suis entrée, j'ai remarqué les regards méprisants. Les invités chuchotaient, Horatio m'ignorait complètement, et Rachel agissait comme si ma présence la mettait mal à l'aise. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» m'a-t-elle demandé froidement quand je me suis approchée pour la féliciter. « Je suis venue célébrer avec toi, ma fille. » C'était fiançailles. Rachel m'a regardée de haut en bas, évaluant ma robe simple couleur café, mes chaussures usées. Elle ne savait pas que sous cette apparence humble se cachait une femme qui pourrait acheter tout ce qu'il y avait dans cette pièce sans scier. « Écoute, maman, » m'a-t-elle dit à haute voix pour que tout le monde entende, c'est un événement élégant, avec des gens importants. Tu ne peux pas venir habillée comme une femme de ménage et prétendre t'intégrer. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Les invités ont commencé à rire discrètement. Horatio s'est approché avec un sourire malicieux. « Mathilde, je crois qu'il serait préférable que tu t'en ailles. Ce n'est pas ton ambiance. » Je suis restée calme, mais à l'intérieur, mon cœur se brisait. « Je voulais juste te donner ça, » ai-je dit en tendant la boîte avec le collier. Rachel l'a prise sans même l'ouvrir. « Merci. Mais la prochaine fois, consulte avant de venir. Tous les événements ne sont pas pour tout le monde. » L'humiliation était complète. 40 personnes me regardant comme si j'étais une intruse dans la vie de ma propre fille. Mais le pire était à venir. Barbara, la mère d'Horatio, s'est approchée avec un air de supériorité. « Chère Mathilde, je comprends que tu veuilles le meilleur pour Rachel, mais tu dois comprendre que maintenant elle fait partie de notre famille, une famille avec un certain statut social. Peut-être serait-il prudent que tu gardes une certaine distance. » Ces mots ont été la goutte qui a fait déborder le vase. Rachel a acquiescé, approuvant sa future belle-mère. « Maman, Barbara a raison. J'ai besoin que tu comprennes ta place. Je ne suis plus la petite fille qui dépendait de toi. Maintenant, j'ai une vie prospère, un avenir brillant et, franchement, ta présence me met mal à l'aise. » Mon monde s'est effondré à cet instant. Je me suis souvenu de toutes les années où j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour lui donner la meilleure éducation, des sacrifices que j'ai faits pour qu'elle ne manque jamais de rien. J'ai vendu mon premier appartement pour lui payer l'université. J'ai renoncé à des relations amoureuses pour me consacrer complètement à elle et maintenant elle me traitait comme si j'étais un obstacle. Embarrassante ? Ai-je répété d'une voix tremblante. Les invités se sont approchés pour mieux écouter le spectacle. Rachel a mis ses mains sur ses hanches, défiante. « Oui, maman, embarrassante. Regarde autour de toi. Ces personnes sont des entrepreneurs prospères, des professionnels éminents. Qu'est-ce que tu apportes ? De quoi peux-tu parler avec eux ? » Horatio est intervenu avec une cruauté calculée. « Mathilda, soyons honnêtes. Tu vis dans un appartement loué. Tu n'as pas d'économie. Tu n'as pas d'éducation supérieure. Rachel mérite de s'entourer de gens de son niveau. » Ces mots étaient comme des coups de poignard précis. Chaque syllabe conçue pour m'humilier publiquement. Barbara a ajouté son venin avec une élégance feinte. « Ce n'est pas personnel, ma chère. Nous croyons simplement que Rachel doit se concentrer sur sa nouvelle vie sans distraction du passé. » Le mot « distraction » a résonné dans mes oreilles comme une sentence de mort émotionnelle. Rachel s'est approchée de moi avec les yeux pleins de mépris. « Maman, je vais te le dire clairement pour que tu comprennes une fois pour toutes. Je ne veux pas que tu viennes à mon mariage. Je ne veux pas que tu fasses partie de ma nouvelle vie. Tu es du passé et c'est là que tu dois rester. » Le silence dans la pièce était assourdissant. 40 paires d'yeux rivés sur moi, attendant ma réaction. J'ai senti que mon âme se brisait en 1000 morceaux, mais quelque chose à l'intérieur de moi, une voix qui était restée endormie pendant des années, a commencé à se réveiller. Pour la première fois de ma vie, ma fille avait franchi une ligne qui n'avait pas de retour. À ce moment-là, j'ai décidé que je n'avalerais plus jamais ma fierté. « Très bien, ma fille, » lui ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Tu as raison. Je ne fais plus partie de ta vie. » J'ai pris mon sac à main, j'ai fait demi-tour et j'ai marché vers la porte. En sortant,
j'ai entendu les rires malicieux des invités et les commentaires méprisants. Pauvre dame, disait quelqu'un. Quelle pathétique, ajoutait une autre voix. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, j'ai pris une décision qui changerait tout pour toujours. Cette nuit-là, seule dans mon appartement, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des décennies, mais entre les larmes, quelque chose de puissant s'est réveillé en moi. Une furie froide, calculée, une détermination qui était restée endormie trop longtemps. Je me suis dirigée vers mon bureau et j'ai ouvert le tiroir secret où je gardais les documents que personne ne connaissait. Extraits bancaires, titres de propriété, certificats d'investissement. 34 millions de dollars attendant un ordre de ma part. Raquel n'avait aucune idée de qui était réellement sa mère. Pour elle, j'étais une vieille femme pauvre et pathétique, mais la vérité était très différente. Pendant 40 ans, j'ai construit un empire financier en travaillant dans l'ombre. Pendant qu'elle étudiait et s'amusait, j'investissais chaque peso que je gagnais. Biens immobiliers dans 3 pays, actions d'entreprises multinationales, fonds d'investissement à haut rendement, tout sous mon nom uniquement. À l'aube, j'ai appelé mon avocat, Augustin. J'ai besoin de te voir d'urgence, lui ai-je dit. Il est temps d'activer le plan que nous avons préparé il y a des années. Augustin était le seul qui connaissait ma véritable situation financière. Il avait géré toutes mes transactions, il avait protégé mon patrimoine, il avait gardé le secret pendant des décennies. Finalement, tu vas révéler ta fortune ? M'a-t-il demandé avec curiosité. Pas exactement, ai-je répondu avec un sourire amer. Je vais disparaître pendant un certain temps, mais avant, je veux que Raquel apprenne une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Augustin a compris immédiatement. Il connaissait toute l'histoire de mon sacrifice pour ma fille. Il savait combien j'avais souffert en silence. Ce même matin, j'ai emballé seulement l'essentiel. 3 valises avec des vêtements simples, quelques documents personnels et des photographies de Raquel quand elle était petite. Le reste, je l'ai laissé exactement comme il était. Je voulais qu'il paraisse que j'étais vraiment partie comme une femme vaincue et humiliée, mais la vérité était très différente. Pendant que j'emballais, je me suis souvenu du jour où Raquel est née. J'avais 30 ans, j'étais célibataire et j'ai décidé de l'adopter quand personne d'autre ne la voulait. Les premières années ont été très difficiles. Je travaillais à 3 emplois pour la maintenir. J'étudiais le soir pour m'améliorer professionnellement. Je renonçais à toute vie sociale pour me consacrer complètement à elle. Chaque peso que je gagnais était divisé en 2. La moitié pour nos dépenses de base, l'autre moitié pour des investissements qui assuraient notre avenir. Raquel n'a jamais su qu'elle avait été adoptée. Je lui ai dit que son père était mort quand elle était bébé. Elle n'a jamais remis en question l'histoire, elle n'a jamais demandé de détails, elle a simplement accepté que nous étions une famille de 2. Et je me suis consacrée corps et âme à être la meilleure mère possible. Apparemment, cela n'était pas suffisant. J'ai appelé Elias, mon comptable de confiance. Je veux que tu transfères immédiatement 5 millions sur le compte suisse, lui ai-je ordonné. Et prépare la documentation pour activer les propriétés européennes. Je pars pour une durée indéterminée. Elias travaillait avec moi depuis 20 ans. Il savait que, quand je prenais une décision, c'était définitif. Que dois-je faire si Raquel demande après toi ? M'a-t-il demandé. Dis-lui que sa mère était exactement ce qu'elle pensait, une femme sans ressources qui est partie honteuse, ai-je répondu froidement. Mais Elias, garde tous mes actifs protégés. Je pourrais en avoir besoin bientôt. Avant de partir, j'ai écrit une lettre que je n'enverrai pas immédiatement. Chère Raquel, pendant 70 ans, j'ai vécu pour les autres. D'abord pour mes parents, ensuite pour toi. Je ne me suis jamais demandé ce que je voulais pour moi-même. Hier, tu m'as donné la réponse. Je veux de la dignité, je veux du respect, et si je ne peux pas les avoir avec toi, je les chercherai ailleurs. Ta mère, qui n'est plus un fardeau. Le taxi est arrivé à 6 heures du matin. C'était une Mercedes noire que j'avais louée pour aller directement à l'aéroport privé. Mais avant de partir, j'ai passé un dernier coup de téléphone. Horatio, ai-je dit quand il a répondu, surpris. C'est Mathilde. Je voulais juste te remercier. Me remercier de quoi ? A-t-il demandé, confus. De me montrer qui tu es réellement et de me montrer qui est ma fille quand elle est avec toi. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. L'avion privé m'attendait sur le tarmac. Destination, Zurich, Suisse. Mon chalet dans les Alpes suisses m'attendait comme un refuge silencieux où je pourrais planifier mon prochain mouvement. Mais avant de monter à bord, j'ai pris une décision de plus. J'ai appelé Maria, la femme de ménage de Raquel. Maria, c'est Mathilde, peux-tu me rendre un service ? Maria avait toujours été aimable avec moi, contrairement à ma propre fille. Bien sûr, sonora Mathilde, de quoi avez-vous besoin ?
Je veux que tu observes tout ce qui se passe dans cette maison pendant les prochaines semaines. Si quelque chose d'important se produit, tu m'appelles à ce numéro. Pendant le vol, j'ai vérifié mes comptes bancaires depuis ma tablette. 34 millions de dollars distribués stratégiquement à travers le monde, des propriétés à Miami, Buenos Aires, Paris et, bien sûr, mon magnifique chalet en Suisse, où personne ne pourrait me trouver jusqu'à ce que je décide de réapparaître. Pendant que l'avion volait au-dessus de l'Atlantique, j'ai souri pour la première fois depuis des années. Raquel avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, se débarrasser de sa mère embarrassante. Mais très bientôt, elle découvrirait qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Le chalet en Suisse était exactement ce dont j'avais besoin, un refuge parfait où personne ne pourrait me trouver jusqu'à ce que je décide quand et comment revenir. Depuis les fenêtres, je pouvais voir les Alpes enneigées, un paysage qui me tranquillisait et me donnait de la clarté mentale. J'avais acheté cette propriété 50 ans auparavant comme investissement, mais maintenant elle se convertissait en mon quartier général pour planifier ce qui viendrait après. La première semaine, je l'ai dédiée à me reposer et à traiter ce qui s'était passé, mais la deuxième semaine, Maria m'a appelé avec des nouvelles qui ont ravivé ma fureur. « Madame Mathilde, me dit-elle d'une voix inquiète, vous devez savoir ce qu'il se passe ici. Raquel est en train de dire à tout le monde que vous êtes parti parce que vous ne pouviez plus maintenir votre train de vie. Elle dit que c'était un poids financier et que c'est pour cela que vous avez disparu. » Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Ai-je demandé en sentant la rage grandir dans ma poitrine. Elle dit que vous n'avez jamais eu d'argent de côté, que vous viviez d'emprunt et que la réalité vous a finalement rattrapé. Horacio est en train de raconter à son travail que votre belle-mère était une femme problématique qui ne connaissait pas sa place. Et Barbara? Maria fit une pause. Barbara est en train d'organiser une fête pour célébrer que vous n'êtes plus là. Mes mains tremblaient d'indignation. Non seulement ils m'avaient humilié publiquement, mais ils étaient maintenant en train de détruire ma réputation pour rester les héros de l'histoire. Raquel avait transformé mon départ en sa victoire personnelle. Cela ne pouvait pas en rester là. Cette nuit-là, j'ai appelé Agustin. Je veux que tu enquêtes sur tout ce qui concerne Horacio et sa famille. J'ai besoin de savoir d'où vient son argent, quel commerce il a, s'il a des dettes, des ennemis, tout. Agustin était un avocat brillant avec des contacts partout. S'il y avait quelque chose à découvrir sur mon gendre, il le trouverait. Je veux aussi que tu engages un détective privé, continuai-je. J'ai besoin de photos, de vidéos, d'enregistrements audio. Je veux documenter chaque mouvement de Raquel et Horacio pendant les prochaines semaines. Mais que ce soit discret, ils ne doivent pas savoir que nous les surveillons. 3 jours après, Agustin m'a appelé avec des informations explosives. Mathilde, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur Horacio. Son entreprise est au bord de la faillite. Il doit 3 millions de pesos à plusieurs fournisseurs et la banque est en train de menacer d'exécuter l'hypothèque de son bureau. Apparemment, il maintenait les apparences avec de l'argent emprunté. Raquel est-elle au courant de cela? Ai-je demandé avec une curiosité grandissante. Selon mes sources, elle n'en a aucune idée. Horacio lui a menti sur sa situation financière. En fait, il comptait sur le fait que tu lui laisserais un héritage pour sauver son entreprise. C'est pour cela qu'il s'est autant fâché quand tu es parti sans rien laisser. L'ironie était délicieuse. Horacio m'avait méprisé pour être soi-disant pauvre quand en réalité c'était lui qui était ruiné. Et ma fille, qui m'avait rejetée parce que j'étais gênante, était sur le point de se marier avec un homme qui ne pouvait même pas payer ses propres dettes. Mais l'information la plus précieuse est arrivée une semaine après. Le détective privé m'a envoyé une vidéo qui allait tout changer. Horacio était dans un restaurant chic avec une jeune femme. Ce n'était clairement pas un rendez-vous d'affaires. Ils s'embrassaient, se tenaient les mains, agissaient comme des amants. La date de la vidéo était postérieure à ses fiançailles avec Raquel. Parfait, murmurai-je en regardant la vidéo pour la 3e fois. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Mais avant d'utiliser cette information, j'ai décidé de faire un test. Je voulais voir jusqu'où irait la cruauté de ma fille. J'ai appelé Raquel depuis un numéro inconnu, en me faisant passer pour une travailleuse sociale. Mademoiselle Raquel, nous recherchons votre mère, Mathilde. Nous avons des documents importants à lui remettre. Ma mère ne vit plus ici, répondit Raquel froidement. Elle est partie car elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Je suppose qu'elle doit être dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas responsable d'elle. Ces paroles m'ont blessée comme des couteaux. Elle ne feignait même pas de s'inquiéter pour mon bien-être. N'avez-vous pas un numéro où nous pourrions la contacter? Il s'agit d'un héritage familial, insistai-je. Raquel a ri cruellement. Heritage? Ma mère n'a jamais eu de famille avec de l'argent. Ce doit être une erreur. Et même si c'était vrai, elle ne fait plus partie de ma vie. Cherchez ailleurs.
J'ai raccroché le téléphone avec des larmes aux yeux, mais aussi avec une détermination de fer. Ma propre fille avait prononcé sa sentence. Non seulement elle m'avait chassé de sa vie, mais elle était prête à me refuser même la possibilité d'un héritage. Il était temps qu'elle connaisse la vraie Mathilde. Cette nuit-là, depuis mon bureau dans le chalet, j'ai commencé à concevoir ma vengeance. Premièrement, j'enquêterai plus en détail sur la situation financière d'Horatio. Deuxièmement, j'utiliserai la vidéo de son infidélité au moment parfait. Troisièmement, je retournerai en ville quand il s'y attendrait le moins, mais pas comme la femme humiliée qui était partie. Je reviendrai comme la femme puissante que j'étais réellement. J'ai appelé Elias et je lui ai donné des instructions précises. Je veux que tu prépares toute la documentation de mes propriétés et de mes investissements. Nous allons devoir montrer des preuves irréfutables de mon patrimoine très bientôt. Tu comptes révéler ta fortune ? Me demanda-t-il. Pas seulement ça, répondis-je avec un sourire qu'il ne pouvait voir. Je vais leur donner la leçon la plus chère de leur vie. Le plan prenait forme. Raquel avait voulu se débarrasser de sa mère embarrassante. Très bientôt, elle découvrirait qu'elle avait rejeté la seule personne qui l'avait vraiment aimée inconditionnellement, et quand elle se rendrait compte de son erreur, il serait trop tard pour le pardon. La 4e semaine en Suisse a apporté des nouvelles qui ont alimenté encore plus ma soif de justice. Maria m'a appelé complètement bouleversée. Sonora Mathilde, vous devez entendre ça. Raquel prévoit de vendre l'appartement où vous viviez. Comment est-ce possible ? Ai-je demandé, surprise. Cet appartement est à mon nom. Elle dit à tout le monde que vous lui avez signé une procuration avant de partir, que vous étiez si désespéré que vous lui avez tout cédé pour ne pas être un fardeau. Mon sang n'a fait qu'un tour. Non seulement ils avaient inventé des mensonges sur mon départ, mais maintenant ils essayaient de voler mes propriétés. Mais Raquel avait commis une erreur fatale. Cet appartement n'était qu'une de mes plus petites propriétés. Je l'avais gardé modeste intentionnellement pour que personne ne soupçonne ma véritable situation économique. Maria, lui dis-je d'une voix calme mais mortelle, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Enregistre toutes les conversations que tu peux quand Raquel parle de ma prétendue pauvreté, quand elle mentionne la fausse procuration, quand elle se moque de moi, enregistre tout. Maria a immédiatement compris l'importance de ma demande. Ce même après-midi, j'ai appelé Augustin. Raquel essaie de vendre une propriété qui ne lui appartient pas en utilisant des documents falsifiés. Je veux que tu engages des poursuites judiciaires immédiatement. Tu veux que je la poursuive pour fraude ? A demandé mon avocat. Pas encore. D'abord, laisse-la s'enfoncer plus profondément dans ses mensonges. Quand elle sera complètement démasquée, alors nous attaquerons. Très bientôt, elle se retrouverait face à face avec une femme capable d'acheter et de vendre toute sa nouvelle famille sans ciller. Pendant que j'emballais mes plus beaux bijoux et robes de créateur, que j'avais gardés pendant des années, j'ai souri d'anticipation. La petite Raquel, qui m'avait autrefois appelée « maman » avec amour, était sur le point de découvrir qu'elle avait commis l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Le retour en ville s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu, choquant, élégant et totalement inattendu. La Mercedes noire s'est arrêtée devant l'hôtel Grand Palace, le plus exclusif de la ville, tandis qu'une armée de porteurs s'empressait de s'occuper de mes bagages. Je suis descendue de la voiture, complètement transformée. Mes cheveux fraîchement coupés et coiffés par le meilleur styliste de Paris, une robe rouge élégante qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens, et des bijoux authentiques qui brillaient sous les lumières de l'hôtel. La réceptionniste m'a reconnue aussitôt. Immédiatement comme une personne importante, bien qu'elle ne sache pas exactement qui j'étais. Bienvenue au Grand Palace, madame. Votre suite présidentielle est prête. En montant dans l'ascenseur privé, j'ai pu voir les regards curieux et admiratifs des autres clients. Après 6 semaines de deuil pour ma fille, je me sentais enfin la femme puissante que j'étais vraiment. Ce même après-midi, suivant mon plan soigneusement conçu, j'ai décidé de faire ma première apparition publique. Je connaissais parfaitement les endroits que fréquentaient Raquel et son cercle d'amis. Mon premier arrêt a été la boutique la plus exclusive de la ville, où je savais que Barbara allait régulièrement faire son shopping. Il était temps que la dame qui m'avait traité de distraction du passé connaisse mon vrai visage. Je suis entrée dans la boutique, telle une tempête silencieuse. Les vendeurs se sont approchés immédiatement, reconnaissant dans mon allure une cliente au fort pouvoir d'achat. « En quoi pouvons-nous vous aider, madame ?» a demandé la gérante avec un sourire obséquieux. « Je veux voir votre collection la plus exclusive. » ai-je répondu d'un ton autoritaire. Le prix n'est pas un problème. Pendant que je regardais des robes de créateurs qui coûtaient des milliers de dollars, j'ai entendu une voix familière derrière moi. C'était Barbara, les yeux exorbités, visiblement incapable de croire ce qu'elle voyait. Je me suis retournée lentement, avec un sourire calculé sur les lèvres. « Barbara »
lui dis-je avec un calme glacial, quelle surprise de vous voir ici. Mais tu étais partie, a-t-elle bégayé, confuse. Tu n'étais pas censée être. Que j'étais. Quoi? L'ai-je interrompu avec élégance, à mendier quelque part, à vivre dans un asile, à mourir de faim. Ses joues ont pris une couleur rouge de honte en réalisant que j'avais entendu tous les mensonges qu'ils avaient répandus. À ce moment-là, la vendeuse s'est approchée avec 3 robes très chères. Madame, voici nos modèles les plus exclusifs. Ce Valentino coûte $8 000, ce Versace $10 000 et ce Chanel en édition limitée, $15 000. Sans ciller, j'ai pointé les 3 du doigt. Je prends tout et je veux aussi voir votre collection de bijoux. Barbara était paralysée, observant comment je dépensais en 5 minutes plus d'argent qu'elle n'envoyait en un an. Je ne comprends pas, a murmuré Barbara. Elle a dit que tu n'avais pas d'argent, que tu étais un fardeau financier. Ma chère Barbara, lui ai-je répondu en essayant un collier de diamants à $20 000, il semble que ma fille ne connaisse pas sa mère aussi bien qu'elle le pensait, mais l'appartement modeste, les vêtements simples. Insistait Barbara, en essayant de comprendre. Cela s'appelle la discrétion, lui ai-je expliqué avec une patience condescendante. Certaines personnes ont besoin de s'assurer qu'on les aime pour ce qu'elles sont, et non pour ce qu'elles ont. Apparemment, j'ai échoué à ce test avec ma propre fille. La gérante de la boutique est revenue avec un plateau de bijoux qui brillait comme des étoiles. Lequel préférez-vous, madame? J'ai choisi un ensemble de colliers, bracelets et boucles d'oreilles en diamant pour $35 000. Celui-ci est parfait. Facturez le tout sur ma carte noire. Quand j'ai sorti la carte de crédit illimitée, Barbara a failli s'évanouir. Barbara, lui ai-je dit en signant l'achat, je veux que tu transmettes un message de ma part à Raquel. Dis-lui que sa mère embarrassante est de retour et dis-lui aussi que, le jour de son mariage, elle va recevoir une surprise qu'elle n'oubliera jamais. Vas-tu aller au mariage? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Oh non, répondis-je avec un sourire diabolique. Elle a été très claire sur le fait que je n'étais pas la bienvenue, mais cela ne signifie pas que je ne peux envoyer un cadeau. Je suis sortie de la boutique en laissant Barbara complètement confuse et terrifiée. Je savais que dans moins d'une heure, Raquel recevrait un appel hystérique lui racontant notre rencontre. C'était exactement ce que je voulais, qu'elle sache que j'étais revenue, mais qu'elle ne sache pas quelles étaient mes intentions. Cette nuit-là, depuis ma suite présidentielle, j'ai appelé Elias. Tous les documents sont-ils complètement prêts? Me répondit-il. Les titres de propriété, les relevés de compte, les enregistrements audio, les photographies de l'enquêteur privé. Tout est organisé chronologiquement pour un impact maximal. Parfait. Demain, c'est le jour du mariage. Il est temps que Raquel apprenne qui est réellement sa mère. Mais avant de dormir, j'avais un appel de plus à faire. J'ai composé le numéro de Minonercia. Maria, comment va la maison? Lui ai-je demandé. Madame Mathilde, ils sont tous hystériques. Barbara est arrivée en courant pour raconter à Raquel notre rencontre dans la boutique. Raquel est furieuse et confuse. Horatio est nerveux. Personne ne comprend comment vous pouvez vous permettre de dépenser autant d'argent. Ont-ils dit quelque chose sur l'annulation du mariage? Non, madame, mais ils se disputent beaucoup. Raquel a crié à Barbara qu'elle avait menti sur vous et Barbara insiste sur le fait qu'elle ne comprenait rien. L'information était de la musique pour mes oreilles. Le chaos avait commencé et demain ne serait que le premier acte d'une pièce qui aurait une fin dévastatrice pour tous ceux qui m'avaient trahi. Alors que je regardais les lumières de la ville depuis ma fenêtre, j'ai pensé à la petite fille qui m'embrassait autrefois et me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Cette fille avait disparu, remplacée par une femme cruelle qui m'avait jetée comme des ordures. Demain, cette femme paierait le prix de son ingratitude. Le jour du mariage s'est levé, parfait pour mes plans. Alors que Raquel se préparait pour ce qu'elle croyait être le jour le plus heureux de sa vie, je mettais la touche finale à ce qui allait devenir son pire cauchemar. Depuis ma suite présidentielle, j'ai coordonné chaque mouvement comme un général préparant une bataille décisive. La guerre avait commencé et j'avais toutes les armes. Ma première action a été d'envoyer un cadeau spécial à l'église. Un arrangement floral spectaculaire d'orchidées blanches avec une carte qui disait, pour Raquel, le jour le plus important de sa vie. Avec amour, la mère qui n'est plus un fardeau. Je savais que ces mots la rendraient nerveuse, mais ce n'était que l'apéritif de ce qui allait suivre. Alors que Raquel s'habillait dans sa chambre, je me préparais pour ma grande entrée. La robe que j'avais choisie était une œuvre d'art, un Armani noir très élégant qui coûtait plus cher que le budget total de son mariage. Les bijoux qui complétaient la tenue valaient la même chose qu'une maison. Chaque détail avait été calculé pour montrer le pouvoir, l'élégance et la dignité retrouvée. À 14 heures,
lorsque la cérémonie avait déjà commencé, j'ai mis en marche la deuxième phase de mon plan. J'ai appelé Agustin. Il est l'heure de la conférence de Minot et ministre prennent ça, lui ai-je dit. Es-tu sûr? M'a-t-il demandé. Après cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis plus que sûr, ai-je répondu. Il est temps que la ville entière connaisse la vérité sur la famille parfaite de Raquel. La conférence de presse a eu lieu dans le salon principal de l'hôtel, exactement à la même heure que la cérémonie religieuse. Des journalistes des principaux médias étaient arrivés, attirés par la promesse d'une révélation explosive sur l'un des mariages les plus commentés de la saison sociale. Bien qu'à ce moment-là, elle souhaitât ne pas l'être, elle entra sans frapper, encore vêtue de sa robe de mariée, mais avec le maquillage coulé par les larmes de rage et d'humiliation. « Comment as-tu pu me faire ça » cria-t-elle depuis l'entrée. « Tu as ruiné mon mariage. Tu as détruit le jour le plus important de ma vie. » J'étais assise calmement sur le canapé de la suite, buvant du thé comme si de rien n'était. « Bonjour, Raquel » lui dis-je avec une tranquillité glaciale. « Tu es magnifique, bien qu'un peu agitée. Comment s'est déroulée la cérémonie? » « Ne sois pas cynique avec moi, » cria-t-elle en s'approchant avec les poings serrés. « Tous les invités sont partis. Les journaux publient tout. Ma réputation est détruite. »« Quelle curiosité, » répondis-je sans ciller. « Il y a quelques semaines, tu m'as dit exactement la même chose, que j'étais embarrassante, que je ruinais ta réputation, que tu ne voulais pas que je fasse partie de ta vie. » C'était différent. Différent comment? L'interrompis-je en me levant pour la première fois. Différent parce que quand tu m'as humilié devant 40 personnes, c'était bien, mais quand je dis la vérité devant 40 journalistes, c'est mal. Ma voix est restée calme, mais mes yeux brûlaient d'une fureur contenue depuis des décennies. Raquel resta sans voix pendant un moment, réalisant que pour la première fois de sa vie, sa mère ne s'excusait pas et ne demandait pas pardon. « Tu es ma mère, » dit-elle finalement comme si cela expliquait tout. « Tu étais censée me protéger, et non me trahir. »« Exactement, » répondis-je avec un sourire amer. « Je suis ta mère et pendant 30 ans je t'ai protégée, je t'ai tout sacrifié. J'ai renoncé à mon propre bonheur pour le tien. Et comment m'as-tu récompensé? En me jetant comme des ordures. »« Mais l'argent, » cria-t-elle désespérée. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais de l'argent? »« Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais, » lui répondis-je avec une tristesse sincère. Je voulais m'assurer que notre amour soit réel, et non acheté. Apparemment, je me suis trompée dans les deux cas. À ce moment-là, Horatio apparut dans l'embrasure de la porte, en sueur et avec un visage de panique totale. « Mathilde, » dit-il d'une voix tremblante, « il faut qu'on parle. Tout cela est un immense malentendu. »« Ah, le marié, » dis-je avec sarcasme. L'homme qui m'a dit que ce n'était pas mon ambiance, qui m'a suggéré de partir parce que j'étais un fardeau pour ma propre fille. Je ne savais pas, commença-t-il à balbutier. Tu ne savais pas que j'avais de l'argent. C'est vrai, l'interrompis-je. Mais tu savais que tu étais fauché, tu savais que tu avais une amante et tu savais que tu prévoyais d'utiliser ma fille pour sauver ton entreprise en faillite. Horatio devint livid. De quoi parles-tu? Je sortis mon téléphone et montrai la vidéo de l'enquêteur privé, Horatio embrassant passionnément une autre femme dans un restaurant chic. Reconnaissez-vous cette femme? Demandai-je froidement. Parce que selon mes enquêtes, tu couches avec elle pendant toute ta relation avec Raquel. Raquel se tourna vers son tout nouveau mari, les yeux exorbités. Est-ce vrai? Lui demanda-t-elle d'une voix brisée. Horatio essaya de nier, mais je continuai avec les preuves. J'ai aussi ici les documents que tu prévoyais de lui faire signer demain, des contrats qui la rendraient responsable de tes 5 millions de pesos de dette. C'est un mensonge, cria Horatio désespéré. Ce sont des documents falsifiés. Falsifiés? Demandai-je avec un sourire narquois. Agustin, s'il vous plaît, entrez. Mon avocat est apparu à la porte avec un dossier rempli de papiers. Horatio lui a dit, Agustin, d'une voix professionnelle, ces documents ont été obtenus directement de votre notaire. Ils sont entièrement authentifiés. Raquel s'est effondrée sur une chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Non seulement elle avait chassé sa mère millionnaire, mais elle avait épousé un escroc qui prévoyait de la ruiner financièrement. Cela ne se peut pas, a-t-elle murmuré encore et encore. Cela ne peut pas être en train de se passer. Oh, mais il y a plus, continuai-je sans pitié. Horatio, raconte à ta femme les prêts que tu as demandés en utilisant son nom comme garantie. Raconte-lui l'hypothèque que tu as prise sur l'appartement qu'elle croit être à elle. Raconte-lui les dettes envers la mafia que tu dois payer avant la fin du mois. Horatio est resté muet,
confirmant par son silence chacune de mes accusations. Raquel l'a regardé avec une horreur grandissante. « Tout est vrai ?» lui a-t-elle demandé. « Tout ce que ma mère a dit est vrai. » « Raquel, je peux m'expliquer, » a-t-il commencé, mais elle a interrompu avec une gifle qui a résonné dans toute la suite. « Tu m'as utilisé ?» a-t-elle crié. « Tu m'as menti. » « J'ai épousé un menteur et un escroc. »« Comment as-tu épousé un homme qui méprisait ta mère ?» ai-je ajouté calmement. « Les décisions ont des conséquences, ma chère fille, et tu as décidé de le croire au lieu de me croire. » Raquel s'est tournée vers moi avec des larmes de désespoir. « Maman, je suis désolée, j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en prie. »« Pouvons-nous réparer cela, pouvons-nous » ai-je demandé avec une curiosité sincère. « Comme quand je t'ai supplié de ne pas me chasser de ta vie. Comme quand je t'ai supplié de me permettre d'être à ton mariage. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit ? Tu ne fais plus partie de ma vie. Tu es du passé et tu dois y rester. » « Je ne savais pas, » a-t-elle crié désespérément. « Je ne savais pas que tu avais de l'argent. » « Et là est le problème, » lui ai-je répondu avec une tristesse infinie. « Ton amour pour moi dépendait de mon compte en banque. Quand tu as pensé que j'étais pauvre, tu m'as rejeté. Maintenant que tu sais que je suis riche, tu me veux de nouveau. Ce n'est pas de l'amour, Raquel, c'est de la convenance. » Le silence qui a suivi fut dévastateur. Pour la première fois de sa vie, Raquel était confrontée aux réelles conséquences de ses actes. Elle avait perdu sa mère, elle avait épousé un escroc et sa réputation était détruite publiquement. Tout cela pour avoir choisi l'argent et le statut au détriment de l'amour inconditionnel. Raquel est restée assise sur la chaise pendant plusieurs minutes, encaissant la dévastation complète de sa vie. Horacio avait tenté de s'échapper, mais Agustin avait discrètement appelé la sécurité de l'hôtel et la police. Les accusations de fraude et de falsification de documents étaient déjà en cours. Ma vengeance était plus parfaite que je ne l'avais imaginé, mais ce n'était pas encore fini. « Maman, » a dit Raquel finalement d'une voix brisée, « je sais que j'ai eu tort, je sais que j'ai été terrible avec toi, mais tu es ma mère. Tu dois m'aider. Je suis ruinée. »« Je dois t'aider » répétai-je avec ironie. « Comment m'as-tu aidé quand tu m'as chassée de ta vie ? Comment m'as-tu aidé quand tu m'as traité de misérable et de moins que rien ? Mais je suis ta fille, » a-t-elle crié désespérément. Les mères sont censées aimer leurs enfants inconditionnellement. Tu as raison, lui ai-je répondu avec un calme mortel. Les mères aiment belle et bien inconditionnellement. Je t'ai aimé pendant 30 ans sans rien demander en retour. Je t'ai donné tout ce que j'avais. J'ai sacrifié mon propre bonheur. J'ai renoncé à des relations amoureuses pour me consacrer entièrement à toi, et quand j'ai eu le plus besoin de toi, quand j'ai eu besoin de ton amour et de ton soutien, tu m'as jeté comme un déchet. À ce moment-là, mon téléphone a sonné, c'était l'enquêteur privé avec des nouvelles fraîches. Madame Mathilde, m'a-t-il dit, Horacio vient d'essayer de vider le compte bancaire commun qu'il a avec sa fille. Il a transféré tout l'argent sur un compte aux îles Caïmans. Cette information était le clou final. Ton mari vient de te voler toutes tes économies, ai-je informé Raquel. Les a transférées vers un compte offshore il y a 10 minutes. Raquel est devenue verte, littéralement. Quoi ? Oui, ma chérie. L'homme que tu as préféré à ta mère, celui pour lequel tu m'as humilié publiquement, vient de te laisser sans un sou. Horacio, qui était resté silencieux, attendant une opportunité pour s'échapper, a finalement explosé. C'est de ta faute, m'a-t-il crié en me pointant du doigt. Tout était parfait jusqu'à ce que tu arrives avec tes mensonges. Mes mensonges ? Ai-je demandé avec un rire froid. Quelle partie était un mensonge ? Les 34 millions de dollars. Ton amant ? Les documents falsifiés ? Tout ce que j'ai dit a des preuves vérifiables. Tu as ruiné ma vie. Non, lui ai-je répondu avec une autorité absolue. Tu as ruiné ta propre vie quand tu as décidé d'escroquer ma fille. Je me suis simplement assuré qu'ils paient le prix de leur décision. À ce moment-là, la police est entrée dans la suite pour arrêter Horacio. Les accusations incluaient la fraude, la falsification de documents et le vol d'identité. Pendant qu'ils emmenaient Horacio menotté, il a crié à Raquel, « Ceci ne se termine pas ici. Tu vas payer pour tout l'argent que j'ai perdu à cause de toi. » Ses vraies couleurs ont enfin été révélées. Raquel s'est rendue compte qu'elle avait épousé un homme qui non seulement ne l'aimait pas, mais qui la blâmait pour ses propres crimes. « Maman, » m'a dit Raquel quand nous sommes restés seuls, « je comprends que tu sois en colère. Je comprends que tu veuilles me punir. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Je n'ai personne d'autre. » Tu as Barbara, lui ai-je répondu avec sarcasme.
La femme qui m'a dit de garder mes distances, parce que je n'avais pas le statut social adéquat. Je suis sûre qu'elle t'aidera maintenant que tu es la belle-fille d'un criminel. Barbara m'a déjà tourné le dos, a admis Raquel avec honte. Quand elle a appris le scandale, elle m'a dit que sa famille ne pouvait pas s'associer à moi. Elle m'a interdit de revenir chez elle. Quelle surprise! Ai-je dit sans montrer de compassion. Il s'avère que ta nouvelle famille t'abandonne au premier problème, contrairement à ta mère qui a supporté 30 ans d'ingratitude et n'est partie que quand tu l'as chassée. À ce moment-là, Maria est arrivée avec d'autres nouvelles dévastatrices. Mademoiselle Raquel, lui a-t-elle dit avec une peine sincère, les créanciers d'Horatio sont déjà venus à la maison. Ils ont tout emporté, les meubles, le téléviseur, l'ordinateur, jusqu'à sa robe de mariée. Ils disent qu'ils ont un droit légal parce que vous avez signé comme caution sans le savoir. Raquel s'est complètement effondrée. En moins de 4 heures, elle avait perdu son mari, son argent, ses biens, sa réputation et sa famille politique. « Qu'est-ce que je vais faire » a-t-elle murmuré, en état de choc. « Je n'ai rien. Je n'ai personne. Maintenant, tu sais exactement comment je me suis sentie quand tu m'as chassée de ta vie, lui ai-je dit sans une once de sympathie. La différence est que j'avais 70 ans et que j'avais consacré 30 ans de ma vie à t'aimer inconditionnellement. Toi, tu as 30 ans et tu viens d'apprendre que les décisions ont des conséquences. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour que tu me pardonnes ? A-t-elle demandé avec désespoir. Une façon de récupérer ton amour ? Mon amour ne s'est jamais perdu, lui ai-je répondu avec une tristesse sincère, mais mon respect, ma confiance et ma disposition à être ta victime, cela oui, c'est perdu pour toujours. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver ? Vas-tu apprendre à vivre seule comme j'ai dû le faire quand tu m'as chassée ? Lui ai-je dit en me levant pour indiquer que la conversation était terminée. Tu vas chercher du travail, tu vas payer tes propres factures, tu vas affronter les conséquences d'avoir choisi l'argent et le statut au-dessus de l'amour réel. Mais, maman. Je ne suis plus ta maman, l'ai-je interrompu avec une fermeté finale. Tu l'as dit toi-même. Je ne fais plus partie de ta vie. Ta mère était une femme qui se sacrifiait pour toi sans rien demander en retour. Cette femme est morte le jour où tu m'as traité de misérable et m'as chassé de ta vie. Je suis Mathilde, une femme réussie qui ne tolère pas le manque de respect. Raquel est sortie de ma suite en pleurant, comprenant finalement qu'elle avait perdu ce qu'elle avait de plus précieux, l'amour inconditionnel de sa mère. Mais il était trop tard pour le regret. Certaines blessures ne se soignent pas et certains maux ne peuvent être retirés. Elle avait pris sa décision et elle devrait désormais vivre avec les conséquences le reste de sa vie. 6 mois après, ma vie avait trouvé une paix que je n'avais jamais cru possible. Depuis mon beau chalet en Suisse, je pouvais voir les montagnes couvertes de neige en prenant mon café matinal. La tranquillité était absolue, interrompue seulement par le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les arbres. Pour la première fois en 70 ans, je vivais uniquement pour moi-même. Maria me rendait visite une fois par mois pour me raconter les nouvelles de la ville. Raquel avait obtenu un emploi de réceptionniste dans une clinique dentaire, gagnant à peine de quoi louer un petit appartement dans un quartier modeste. Horatio avait été condamné à 5 ans de prison pour fraude et escroquerie. Barbara avait perdu sa position sociale quand on a su qu'elle avait été en train de dissimuler les crimes de son fils. Raquel demande de tes nouvelles, me dit Maria lors de sa dernière visite. Tous les jours, répondis-je avec indifférence, mais ce n'est plus mon problème. Elle a choisi son chemin quand elle m'a rayé de sa vie. Maintenant, elle doit le parcourir seule. Maria acquiesça avec compréhension, même si je voyais dans ses yeux qu'une partie d'elle avait de la peine pour ma fille. La justice avait été complète et dévastatrice. Les médias avaient suivi l'histoire pendant des mois, la transformant en symbole de l'ingratitude filiale et de ses conséquences. Raquel avait perdu non seulement son statut social, mais aussi la plupart de ses amitiés, qu'il avait abandonnées quand le scandale a pris des proportions nationales. Augustin m'appelait chaque semaine pour actualiser les procédures légales. Horatio a fait appel de la sentence, mais il a été rejeté, m'informa-t-il lors de notre dernière conversation. Il a aussi essayé de poursuivre Raquel pour préjudice moral, mais le juge a rejeté la demande, la jugeant ridicule. Quel homme pathétique, commentai-je sans surprise. Même en prison, il continue de blâmer les autres pour ses propres crimes. As-tu pensé à contacter Raquel ? Me demanda Augustin avec prudence. Elias m'a dit qu'elle était en train de se renseigner sur toi à la banque, en essayant de découvrir comment t'envoyer une lettre. Je n'ai pas répondu, avec une fermeté absolue. Cette femme est morte pour moi le jour où elle m'a traité de misérable. Si elle veut communiquer avec moi, qu'elle utilise les voies officielles comme n'importe quel étranger. Mais la question des Augustin m'a fait réfléchir pendant plusieurs jours. Ma fille me manquait. La réponse était complexe.
La petite fille qu'elle a été me manquait, l'adolescente qui me serrait dans ses bras quand j'avais des cauchemars, la jeune femme qui me disait sa meilleure amie, mais la femme cruelle qui m'avait jetée comme un déchet, celle-là pas du tout. Un après-midi, alors que j'organisais mes photographies de famille, j'ai trouvé une lettre que Raquel m'avait écrite quand elle avait 8 ans. « Chère maman, disait-elle d'une écriture enfantine, tu es la meilleure maman du monde. Quand je serai grande, je veux être comme toi, forte, travailleuse et aimante. Je t'aime plus que les étoiles et la lune réunies. » Les larmes ont coulé sur mes joues en lisant ces mots innocents. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal, la fille qui a écrit cette lettre aurait défendu sa mère contre n'importe qui. Elle aurait valorisé le sacrifice et l'amour plus que l'argent et le statut. Mais cette fille a grandi et s'est transformée en une femme qui a choisi la cruauté à la compassion. Je ne peux pas pardonner à la femme par amour pour la fille qu'elle a été. Elias me rendit visite en automne avec des nouvelles financières et quelque chose d'autre. Mathilde, me dit-il avec excitation, Raquel a essayé de me contacter. Elle veut savoir s'il y a une possibilité de réconciliation, elle dit qu'elle comprend parfaitement ce qu'elle a fait de mal et qu'elle est prête à tout pour récupérer ton amour. N'importe quoi ? Demandai-je avec ironie. Inclut-il voyager dans le temps pour ne pas m'avoir appelé misérable ? Elle est détruite, insista Elias, physiquement, émotionnellement, financièrement, elle a perdu du poids. Elle paraît 10 ans plus âgée et, selon Maria, elle pleure tous les jours. Bien, répondis-je avec une froideur qui me surprit moi-même. Maintenant elle sait exactement ce que j'ai ressenti pendant 6 semaines quand j'ai cru avoir perdu ma seule fille à cause de son ingratitude. J'ai passé le premier anniversaire de mon départ à Paris, à acheter de l'art pour ma nouvelle galerie privée. Alors que je marchais dans le LVG, je pensais à toutes les fois où j'avais rêvé de voyager, mais j'avais renoncé à ces rêves pour payer les études de Raquel. Maintenant, j'avais 71 ans, j'étais multimillionnaire et je pouvais enfin faire tout ce que j'avais remis à plus tard pour être mère. Ce soir-là, depuis ma suite à l'hôtel Ritz, j'ai appelé Maria pour prendre des nouvelles. « Sonora Mathilde », me dit-elle d'une voix triste, Raquel s'est effondrée au travail la semaine dernière. Elle a été emmenée à l'hôpital pour malnutrition et stress. Les médecins ont dit que son état émotionnel est critique. Et j'ai demandé sans changer de ton, c'était prévisible. Les décisions cruelles ont des conséquences cruelles. Elle demande tous les jours si vous allez un jour lui pardonner, insista Maria. Elle dit qu'elle préférerait être morte plutôt que de vivre en sachant qu'elle a perdu sa mère à jamais. Elle aurait dû y penser avant de me jeter comme un déchet, répondis-je avec la même froideur. J'ai aussi préféré être morte pendant des semaines après sa trahison. La différence est que je ne méritais pas cette douleur. En raccrochant, je me suis dirigée vers le balcon de ma suite et j'ai regardé les lumières de Paris, la ville de l'amour, quelle ironie. J'avais trouvé la paix, la prospérité et la dignité, mais j'avais perdu à jamais l'illusion de l'amour inconditionnel d'une fille. C'était un prix élevé, mais c'était le prix que Raquel avait fixé à notre relation lorsqu'elle a choisi de m'humilier publiquement. Ma réflexion finale est venue alors que j'écrivais les dernières lignes de mes mémoires. Je ne regrette pas de l'avoir adoptée quand personne d'autre ne l'aimait. Je ne regrette pas d'avoir sacrifié 30 ans de ma vie pour son bonheur. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la bonté ne doit jamais se pratiquer au prix de l'autodestruction. L'amour inconditionnel ne signifie pas accepter les mauvais traitements inconditionnels. J'ai fermé le livre de mes mémoires et je l'ai rangé dans le coffre-fort. L'histoire était finie. Mathilde, la mère sacrifiée et humiliée, était morte. À sa place, était née Mathilde, la femme libre, prospère et en paix avec elle-même. Et pour la première fois en 71 ans, c'était amplement suffisant. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour qui a changé ma vie à jamais. Maintenant, à 75 ans, je me trouvais sur la terrasse de ma nouvelle villa sur la Côte d'Azur française, observant le coucher du soleil sur la Méditerranée. La paix que j'avais trouvée était si profonde qu'il m'était parfois difficile de me souvenir de la femme brisée que j'avais été autrefois. La douleur s'était transformée en sagesse et la trahison, en libération. Ma vie s'était épanouie d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible. La galerie d'art que j'ai ouverte à Monte-Carlo est devenue l'une des plus prestigieuses d'Europe. Mes investissements avaient augmenté jusqu'à atteindre 50 millions de dollars. Mais plus important que la richesse matérielle était la richesse émotionnelle que j'avais découverte, la satisfaction de vivre pour moi-même pour la première fois de ma vie. Agustin me rendait visite tous les 3 mois, non seulement en tant que mon avocat, mais aussi comme l'ami fidèle qu'il avait été pendant des décennies. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu avais réagi autrement ? M'a-t-il demandé lors de sa dernière visite. Si tu avais pardonné immédiatement et continué à être la mère sacrifiée de toujours, lui ai-je répondu honnêtement. Et chaque jour j'arrive à la même conclusion, je serais morte à l'intérieur. J'aurais continué à être la victime de ma propre bonté, en enseignant à Raquel qu'elle pouvait me maltraiter sans conséquence.
Au final, je lui ai rendu service, en lui enseignant que les actions ont un prix. Maria avait cessé de me rendre visite après la 3e année. Les nouvelles sur Raquel étaient devenues trop douloureuses pour nous deux. La dernière information que j'ai eue était qu'elle avait tenté de se suicider 2 fois, qu'elle avait perdu plusieurs emplois à cause de sa dépression et qu'elle vivait pratiquement comme une indigente dans un studio minuscule. La culpabilité la consumait littéralement. Tu n'as pas de compassion pour elle ? M'avait demandé Maria lors de notre dernière conversation. Toute la compassion du monde, lui ai-je répondu. Mais la compassion n'efface pas les dommages causés. J'ai passé 70 ans à avoir de la compassion pour tout le monde, sauf pour moi-même. Il était temps de changer cette dynamique. Un après-midi de printemps, alors que je triais mon courrier, j'ai trouvé une lettre qui était arrivée il y a des semaines, mais que mon assistant avait mise de côté selon mes instructions. Elle venait de Raquel. La lettre tremblante révélait l'état émotionnel de la personne qui l'avait écrite. Je l'ai ouverte pour la première fois en 5 ans, davantage par curiosité que par nostalgie. « Chère maman », commençait-elle. « Je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire après tout ce que je t'ai fait. Je sais que j'ai perdu à jamais le privilège de t'appeler ainsi, mais j'ai besoin que tu saches qu'il ne se passe pas un jour sans que je regrette chaque parole cruelle que je t'ai dite. Je comprends que tu me haïsses, je me hais aussi. » J'ai continué à lire avec un mélange de tristesse et de froideur. J'ai tout perdu, mon mariage, mon argent, mes amis, ma santé, ma dignité. Mais le pire est d'avoir perdu ton amour. Je préfère la pauvreté et la solitude avant de vivre en sachant que j'ai détruit la relation la plus pure et précieuse de ma vie. Je ne te demande pas pardon parce que je sais que je ne le mérite pas. Je voulais seulement que tu saches que ta fille est morte le jour où elle t'a traité de misérable. Les dernières lignes m'ont fait frissonner. Si un jour tu as la curiosité de savoir ce qu'est devenue la fille qui t'a aimé plus qu'à sa propre vie, cherche-moi au cimetière, parce que la femme qui t'a trahi ne peut plus vivre avec le poids de ce qu'elle a fait. Je t'aime, maman. Pardonne-moi dans l'autre vie. Pour la première fois en 5 ans, j'ai senti comme de la panique. J'ai appelé Augustin immédiatement. J'ai besoin que tu trouves Raquel en urgence, lui ai-je dit d'une voix tremblante. Je crois qu'elle va se faire du mal. Veux-tu que je l'aide ? M'a-t-il demandé, surpris. Je n'ai pas répondu après une longue pause. Je veux que tu t'assures qu'elle reçoive une attention psychologique professionnelle, mais de façon anonyme. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La lettre avait réveillé quelque chose que je croyais complètement mort, l'instinct maternel. Pas l'amour romantique envers la femme qui m'avait trahi, mais la compassion envers une créature humaine qui subissait les conséquences de ses propres décisions. C'était la différence entre aimer et avoir pitié. Augustin m'a appelé 2 jours après. Nous l'avons trouvée à temps, m'a-t-il informé. Elle était à l'hôpital après une autre tentative. Nous l'avons transférée dans une clinique psychiatrique privée d'excellente réputation. Les coûts sont couverts par une donation anonyme, comme tu l'as demandé. Va-t-elle se rétablir ? Ai-je demandé. Les médecins sont optimistes, mais ils disent qu'elle a besoin d'années de thérapie intensive. Elle veut te voir désespérément, mais je lui ai expliqué que la bienfaitrice anonyme préférait rester secrète. Bien. Ai-je répondu, soulagée. Je ne suis pas prête pour cela, et peut-être ne le serai-je jamais. 6 mois plus tard, Augustin m'a apporté des nouvelles encourageantes. Raquel répond bien au traitement. Elle a accepté sa pleine responsabilité dans la destruction de sa vie. Elle ne blâme personne d'autre, ni même Horatio. Les psychologues disent que c'est le premier pas vers une réelle récupération. Elle a demandé pour moi seulement une fois, quand on lui a dit que quelqu'un payait son traitement. Elle a demandé si c'était toi. Quand on lui a dit qu'il ne pouvait pas révéler cette information, elle a répondu, peu importe qui ce soit, ma mère a déjà fait assez pour moi pendant 30 ans. Cela, je dois le surmonter seule. Ces paroles m'ont touché à l'âme. Pour la première fois en 5 ans, Raquel était en train de démontrer la maturité et l'humilité que j'ai toujours espéré d'elle. Mais il était trop tard pour une réconciliation. Le dommage avait été trop profond et j'avais bâti une nouvelle vie où il n'y avait plus de place pour la douleur du passé. 1 an après, j'ai appris que Raquel avait été libérée. Elle avait trouvé un emploi de bénévole dans un centre de réadaptation pour toxicomanes, et dans ceux qui avaient touché le fond comme elle. Selon les rapports, elle était une travailleuse dévouée qui ne parlait jamais de son passé, mais avait une compassion particulière pour ceux qui avaient perdu leur famille à cause de leurs propres actes. « Vas-tu la contacter un jour ?» m'a demandé Augustin lors d'un de nos dîners. « Non. » ai-je répondu avec une absolue certitude. Elle a retenu sa leçon. J'ai appris la mienne. Nous sommes 2 femmes différentes, désormais. L'amour qui nous a autrefois unis est mort avec les mots qu'elle m'a dits ce jour-là. Alors que j'écris ces lignes finales à minuit Nocian,
mon journal, à 76 ans, je peux dire honnêtement que je ne regrette rien, ni d'avoir aimé inconditionnellement pendant 30 ans, ni d'avoir coupé court à cet amour quand il est devenu autodestructeur. J'ai appris que le pardon ne signifie pas toujours la réconciliation et qu'aimer quelqu'un signifie parfois le laisser partir à jamais. Raquel et moi vivons maintenant dans des mondes parallèles, elle reconstruisant sa vie à partir des cendres de ses erreurs, moi profitant de la vie qui me restait sans les charges émotionnelles du passé. Nous avions toutes les deux appris des leçons précieuses. Elle, que les mots ont le pouvoir de détruire à jamais. Moi, qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. L'amour maternel n'était pas complètement mort, il s'était seulement transformé en quelque chose de plus sage. La capacité d'aimer à distance, sans permettre que cet amour ne se transforme à nouveau en vulnérabilité. Au final, la meilleure leçon que j'ai pu donner à ma fille a été de lui enseigner que même l'amour le plus pur a des limites qui ne peuvent être franchies sans conséquences permanentes.